Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux deux canaux pour ne manquer aucun épisode. Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des petites et moyennes entreprises, des classes moyennes, d'un contexte économique évidemment important, d'un sommet aussi européen, beaucoup de choses, une actualité riche, peut-être aussi de 88 000 emplois qu'on va créer. Tout ça, on va en parler avec Pierre-Frédéric Nist, qui est président du CEM. Bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup de choses dont on va parler ensemble et dans différents domaines, mais avec en toile de fond quand même toujours cette question de la compétitivité, la santé de notre économie. C'était cette semaine au cœur de deux sommets importants à Anvers et à Alden-Bison. On a eu le gratin européen. C'était un peu en mode l'Europe se réveille, la compétitivité, on vous a compris. Est-ce que selon vous, le moment est important ? Alors, le moment est très important. Je ne sais pas si l'Europe nous a compris. C'est fondamental, en tout cas, pour la compétitivité. Vous savez, la compétitivité, c'est quelque chose qui est très important. En tant que participant au groupe des 10, on a très souvent cet axe-là en permanence pour nous. C'est fondamental, et c'est fondamental aussi pour les petites entreprises. Oui, parce que dire, ici, on parlait beaucoup de l'industrie. Oui, c'était un sommet où l'industrie... Et on sait que l'industrie va pas très bien. Oui, mais ça vous concerne aussi, en fait. Ça nous concerne aussi parce que on est convaincu d'un maillage entre les grandes entreprises et les PME. Fondamentalement, c'est un point que nous défendons depuis très longtemps. Donc, on veut participer aussi à la compétitivité. Ensuite, c'est vrai que le timing est important. Aujourd'hui, on entend de tous côtés que l'industrie va mal, qu'on doit relancer notre industrie. On a des débats en Wallonie, on a des débats au niveau fédéral et il y a des débats au niveau européen. Donc, je pense que c'était vraiment intéressant de faire ce genre de grand messe. C'est vrai que c'est important. Est-ce qu'on va passer à l'acte, quoi ? C'est ça la question. Alors, mais vous savez, avant l'action, il y a peut-être un peu de réflexion. Je pense que c'est quand même intéressant à un moment de regarder, de s'arrêter, de regarder tous dans la même direction et de pointer les véritables impératifs et les véritables enjeux. On les connaît, les rapports l'État et les rapports Draghi ont été très clairs sur le sujet. Maintenant, il faut passer à l'action. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important, par exemple ? Pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, les classes moyennes, c'est quoi le nœud qui est peut-être majeur dans cette question-là ? Ce qui est fondamental pour nous, on sait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État ou des États, des régions, c'est un peu la même chose. Donc ce que nous demandons, c'est qu'on nous aide à faire ce qu'on fait le mieux dans la vie, c'est-à-dire gérer nos entreprises, c'est-à-dire simplifier la vie des PME. La simplification administrative, c'est déjà un grand pas en avant. Mais ce qui est important, c'est que nous avons mis en place des principes de simplification administrative. Nous avons déposé des dossiers à tous les niveaux de pouvoir où on a dit clairement ce que l'on souhaitait. Ça passe par des principes, le principe du only once, du droit à l'erreur, toute une série de choses comme ça. C'est vraiment fondamental. Mais il manque un élément aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'avoir des administrations qui vont nous suivre. Si vous avez des administrations qui disent « oui, mais nous avons notre façon de travailler un peu à l'ancienne », et écoutez, ça prendra le temps que ça prendra pour la délivrance de tel permis, etc. Ce qui est encore la réalité aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire des grands messes sur notamment la simplification administrative. On veut du concret, on veut de l'action. L'Europe au sens large et les États, un peu un ensemble bureaucratique, quoi. Il y a un côté... Tout à fait. C'est Fabrice Brion qui disait chez nous, ça me fait penser un peu à l'URSS de la fin, quoi. Alors c'est peut-être excessif, mais... la comparaison à Fabrice Brion, mais il a quand même raison sur un élément. C'est que vous avez les États-Unis et notamment la Chine qui avancent véritablement, qui sont dans l'action, et nous, on est dans la réflexion. On doit faire attention aux grands principes, on doit réguler. Il y a toute une série de choses qui font qu'on est toujours en retard. Et ça, c'est une réalité. Et donc, si ce grand rassemblement permet de dire, OK, cette fois-ci, on y va, on avance, et on a des atouts, mais les atouts, il faut les utiliser, et il faut les développer. Et on a besoin d'un effort commun, grande entreprise, gouvernement, PME, voire les indépendants aussi. Si on est dans cette logique, dans ce cercle vertueux, alors on a une des chances de sauver l'Europe, bien évidemment. Sinon, on va toujours subir. C'est vrai que l'urgence, elle est là, parce que je voyais le chiffre des faillites l'an dernier, on était quand même à des niveaux records. Je crois que c'était plus de 12 000
j'imagine, dont pas mal de petites structures. Donc il y a quand même là-dedans un signal d'alarme aussi, au-delà de l'industrie. Vous avez raison. Sur les faillites, il faut être vraiment prudent. Prudent. Parce qu'il y a les créations aussi, par ailleurs. Prudent et précis. Il y a un effet de rattrapage aussi, très clairement. On a, et c'est une très bonne chose, des tribunaux de l'entreprise, notamment ici sur Bruxelles, qui décident de nettoyer un peu toute une série de vieux dossiers qui sont ce qu'on appelle les sociétés fantômes, les sociétés plus, zombies. En fait, ou qui sont des coquilles vides. Ça, c'est intéressant. Et donc, forcément, nous gonflons un peu les statistiques. Alors, cela étant, je ne suis pas convaincu que ces sociétés qui disparaissent, qui sont radiées, demain, elles ne vont pas être réactivées par d'autres qui vont réessayer ce jeu-là. C'est un problème du parquet. C'est le parquet qui doit faire la police financière de l'économie, bien évidemment. Cela étant, on constate que c'est difficile pour nos PME. On sort du Covid, on a encore le contre-coup du Covid, on a eu la crise énergétique. Je vous rappelle quand même que dans nos PME, nous avions des chefs d'entreprise qui avaient un énorme point d'interrogation au-dessus de leur tête. Ils disaient: qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est la faute de gestion que j'ai commise pour passer d'une facture de 3 000 € au niveau énergie à une facture de 15 000 €, que l'on m'explique ce que j'ai mal fait. On disait: désolé, vous n'avez rien mal fait, c'est comme ça. Donc on a quand même ces contre-coups, même s'il y a eu beaucoup de résilience aussi. On a le coût des matières premières, on a, je l'ai dit, le contexte international maintenant, et on a la guerre qui est toujours là, au bord de nos frontières. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Au niveau des indépendants, on a la facturation électronique aussi, ce qui a découragé certains qui ont dit: écoutez, ça va être, je comptais arrêter dans quelques années. Avec ça, c'est le clou supplémentaire dans mon cercueil, j'arrête plus tôt. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a de l'incertitude, et vous savez, l'incertitude en économie, c'est la pire ennemie. Vous avez écrit dans un de vos textes de début d'année, l'entrepreneur, ce héros moderne d'une économie chahutée, héros peut-être, protégé, sûrement pas. Alors c'était en début d'année, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts d'ici là, mais c'est quand même fort ce que vous avez écrit là. Ce sont des héros, bien évidemment. Ce sont des gens qui ont des idées, qui ont traversé toutes les étapes pour concrétiser leurs idées. Souvent, on leur a dit, la famille a dit: bah non, ne te lance pas là-dedans, c'est trop risqué, etc. Ils ont mûri, ils ont développé leur idée, ils se sont lancés, ils ont engagé aussi certaines personnes, et voilà, ça c'est le développement, c'est bien. Et ils ne sont pas assez protégés. Alors, ils sont plus protégés qu'il y a 20 ans. Il faut être très clair. Aujourd'hui, être indépendant, c'est quand même un peu plus facile qu'il y a 20 ans. Il y a des protections, il y a des filets, il y a de l'accompagnement. UCM fait de l'accompagnement, bien évidemment. Mais ça reste difficile. La prise de risque, elle est toujours là, bien entendu. Et donc, qu'est-ce que nous voulions dire à ce moment-là? Nous voulions demander que les gouvernements, en fonction des différents niveaux de pouvoir, puissent mettre le projecteur sur les indépendants et venir avec des mesures concrètes. Et puis lors, il y a eu un plan de PME. Voilà. Et vous avez raison, ça a marché, puisque la ministre Simonet a coordonné des idées. Un plan en 89 mesures, voilà, si je me trompe au sein du gouvernement, 89 mesures, très clairement. Et parmi ces mesures, je vais peut-être retenir 3 tendances. Première tendance, on y revient, la compétitivité. Donc ça, c'est important. Nos PME, elles doivent grandir, elles doivent être compétitives. C'est vraiment fondamental. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la seconde chance. Le droit à la seconde chance. Vous avez fait une faillite, eh bien, on doit vous retirer cette étiquette infamante qui est toujours là à cause de la faillite, et vous devez pouvoir recommencer. Alors, je ne dis pas qu'on doit faire 10 faillites comme aux États-Unis avant d'avoir une activité florissante, c'est pas ça, mais on doit pouvoir rebondir, avoir une seconde chance et repartir d'une page blanche, à condition qu'on soit débiteur malheureux et de bonne foi. Les fraudeurs, on les laisse de côté, ça c'est le rôle des parquets de poursuivre tout ça, nous sommes bien d'accord. Et enfin, c'est aussi, et on y revient également, la simplification. Ce sont les 3 leitmotifs, entre guillemets, de ce plan PME. Premier plan PME, puisque la ministre Simonet en annonce d'autres en cours de législature. Il y a des mesures intéressantes sur le statut social des indépendants, sur les congés de maternité. Donc on met en place des choses, donc on a été entendu. C'est une dynamique plutôt favorable dans les majorités qui sont en place au fédéral et en Wallonie. En même temps, le contexte, vous l'avez dit, à la fois il n'y a pas d'argent et il y a quand même des mesures qui dénoncent l'opposition, assez dures pour le pouvoir d'achat. Ça, pour les PME, les indépendants, c'est important aussi. Est-ce qu'il y a, malgré tout, là, un risque qu'on ne tue Peter Timmermans de l'AFB disait l'économie belge tourne sur un moteur qui est celui de la demande intérieure. Donc, c'est quand même un enjeu majeur.
Oui, Peter a raison, et je pense que c'est clair. Il y a des choses qui sont inquiétantes. Je vais prendre peut-être deux mesures. L'indexation automatique des salaires. Oui, la fameuse révision. La révision. Ouais, le plafonnement. Ça coûte cher, l'indexation automatique des salaires. Que nous disent nos employeurs? Ils nous disent très clairement, oui, on doit donner aux travailleurs ce à quoi il a droit. Mais quand la machine s'emballe véritablement et que ça coûte un porte-avions à l'employeur, ce qui a été le cas pendant la crise de l'inflation, on doit avoir des compensations. Alors la compensation, c'est soit une limitation, c'est soit une réduction de cotisations sociales sur base du principe que quand il y a cette indexation automatique des salaires, c'est pas normal que ce soit l'État qui soit le seul, entre guillemets, à s'enrichir. L'employeur, ça lui coûte cher, et le travailleur avec le système n'a pas nécessairement ce à quoi il a droit. Donc ça, c'est important. Pour nous, c'est fondamental. On veut trouver un équilibre, et nous avions dit dans notre mémorandum qu'il fallait remettre le dossier de l'indexation automatique sur la table et en parler. C'est au sein des partenaires sociaux, ça. Oui. Voilà, le gouvernement l'a fait sans les partenaires sociaux. Il y a une mesure qui est mise en place. On peut comprendre le principe, mais n'oubliez pas que derrière, ça a l'air d'être récurrent et que nous allons vers une cotisation structurelle. Et donc ça, c'est forcément plus difficile. Le deuxième exemple, c'est la cacophonie qu'on a avec la TVA. La TVA, ce qui est décidé sur le take-away, etc. Oui, la différence entre le take-away... Entre consommer sur place voilà. et... Chez UCM, même chose au niveau de la culture, d'ailleurs, ou selon que vous faites du cinéma ou de... Enfin, oui. Voilà, donc ça c'est effectivement un très mauvais accord budgétaire sur ce plan-là. Je crois que le Premier ministre l'a reconnu avec des métaphores un peu amusantes. C'est important, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous, au sein du secteur HoReCa que nous représentons, nous avions des gens qui étaient très contents, les restaurants, qui disaient tiens, voilà, on va enfin avoir quelque chose qui nous permet de lutter contre la concurrence du take-away, ceux qui nous entourent et qui ne vendent que à emporter. Donc certains restaurateurs étaient contents. Et à côté de ça, nous représentons aussi justement ceux qui font de la nourriture à emporter, qui nous disaient ça va pas. Donc vous voyez qu'au sein du même secteur, et c'est ça la difficulté aujourd'hui, au sein du même secteur, vous avez des signes positifs, vous avez des signes négatifs. Est-ce qu'on est géré par des amateurs et pas par des ingénieurs? Évidemment, l'opposition a eu beau jeu d'utiliser cette phrase qui avait été utilisée par les libéraux pendant la campagne pour dire nous on gérera comme des ingénieurs, et au bout du compte moi, je pense on se prend les pieds dans le tapis. Alors, on est géré par des politiques. C'est-à-dire des gens qui ont été élus et qui ont des comptes à rendre aussi et qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. J'ai beaucoup de respect pour les politiques. À certains moments, ils agissent comme des ingénieurs. À d'autres moments, ils agissent peut-être un petit peu trop comme des poètes. Oui, en tout cas, des poètes, c'était ça l'expression. Les poètes, il ne faut pas critiquer les poètes, mais quand on dit agir comme un poète, il y a ce côté un peu rêveur, etc. Voilà, c'est compliqué. Le contexte, il est difficile pour tout le monde. Moi, je peux aussi me faire qualifier à certains moments d'ingénieur sur certaines mesures que l'on défend, ou peut-être sur des mesures peut-être plus dans le registre de la poésie. Je peux l'accepter, c'est compliqué. Je pense que ce qui est important, c'est quand même d'écouter les fédérations, d'écouter le terrain, et puis d'avoir le courage aussi d'évaluer et de corriger le tir. Quand j'entends le Premier ministre qui dit « écoutez, on s'est planté sur la TVA et on va refaire un groupe de travail », je trouve que c'est bien, c'est assez rapide, c'est bien de pouvoir dire « ok, on va corriger le tir ». Maintenant, on les attend au tournant, on va voir comment on va corriger le tir, bien évidemment. Mais je pense que le politique aujourd'hui, il doit être à la fois poète, parce qu'on doit rêver, ce sont les poètes qui font rêver, et ingénieur, parce qu'il faut de la rigueur, il faut être les deux. C'est une savante dose d'équilibre qu'il convient de retenir. Alors, vous avez participé à une conférence de presse, vous n'étiez pas seul, vous étiez avec le ministre wallon Pierre-Yves Jolet, avec les gens du Forum, avec Act, qui est votre homologue pour les entreprises en Wallonie, c'était le résultat d'un baromètre, d'une enquête auprès des entreprises, et le résultat était quand même encourageant. On va créer 88 000 emplois en Wallonie cette année. Est-ce qu'il faut croire ça? Alors, il faut un peu replacer tout ça.
nous avons enfin fait une grande enquête avec le Forum, avec Act for Wallonia, sur les besoins de main-d'œuvre. Donc, au lieu de constituer la liste des métiers en pénurie que le Forum faisait en interrogeant UCM, en interrogeant certaines fédérations, ici, on a donné la parole aux entreprises. Et donc, les entreprises qui n'étaient jamais contactées en direct l'ont été et elles ont joué le jeu, elles ont répondu. On est au niveau des intentions. Et on a des messages qui sont très clairs, puisqu'on nous dit, dans les entreprises qui ont répondu, il y a un tiers qui nous disent clairement, oui, on est sur la recherche d'engagement. C'est un message qui est important. On aurait pu avoir des entreprises qui disent, écoutez, nous on fait l'impasse sur 2026. Le contexte est trop compliqué. Le contexte est compliqué. Ce n'est pas le message qu'on a. Au contraire, un tiers nous dit, oui, on va engager. Ensuite, dans les projets d'engagement, alors vous savez, c'est une extrapolation aussi, en fonction du nombre de répondants, on extrapole en disant, ben voilà, la possibilité il y avait 15 000 ou 16 000 qui ont dit, et on extrapole en fonction du nombre d'entreprises. On extrapole. Qu'est-ce qu'on retient ? C'est que 50% des projets d'engagement, ils vont avoir lieu dans les TPE, c'est-à-dire dans les entreprises de moins de 10%. Et par ailleurs, 50% aussi en contrat durée indéterminée, ce qui est quand même intéressant. Je vais y arriver. Donc, les TPE, elles sont au rendez-vous de l'emploi au niveau des intentions. D'accord ? Et puis, vous avez raison, quand on creuse encore, puisque vous voyez que cette enquête permet vraiment d'être au plus proche... C'est ça son intérêt aussi, c'est de connaître le marché. 50% des projets de contrats, ce sont des contrats à durée indéterminée. Donc on croyait qu'on allait avoir massivement du travail flexi-job ou d'intérim. Ce n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on a des messages au niveau des intentions qui sont très clairs. Alors maintenant, il faut être aussi de bon compte, ça veut dire que les intentions, elles sont là. Il faut concrétiser ces engagements. Ça veut dire que nous, le travail, il commence, entre guillemets. Quand vous dites vous, c'est avec le Forum aussi, évidemment. Les entreprises, elles ont répondu, elles ont dit, nous sommes prêts à engager, mais elles ont dit, nous sommes prêts à engager si. Et il y a des conditions. Les conditions, c'est quoi ? Il faudrait quand même qu'on ait aussi une question de motivation et que l'on ait des formations. Vous savez, c'est une enquête besoin de main-d'œuvre dans les entreprises. On n'engage pas pour le plaisir d'engager. On engage parce qu'on a besoin dans nos entreprises. Ça veut dire qu'il y a encore des problèmes à ce niveau-là ? Motivation, formation ? Alors, motivation, probablement. Mais ça évolue. Vous savez, c'est exactement comme la fin du business model, les allocations de chômage à vie. On constate qu'il y a des gens qui cherchent aussi. C'est un message qui tombe à un moment qui n'est pas anecdotique, quand même. Exactement. Ça veut dire qu'il y a aussi des messages positifs. Il y a de la motivation. On doit sans doute l'encourager, mais il y a de la motivation. Deuxièmement, on constate qu'il faut des formations. Mais si on dit, écoutez, vous allez partir 3 ans en formation, on ne va rien solutionner tout de suite. Et donc, il nous faut des formations qui sont beaucoup plus courtes. Ici, dans les engagements, plus en phase avec les besoins. Dans les secteurs, on recrute ici, manifestement, où on est prêt à engager des gens pour lesquels les formations ne seront pas très longues. Ça, c'est aussi un engagement et un message qui est très fort aussi. Parce que on a besoin du retour, pour nous, de la période d'essai. Parce que engager, ça veut dire prendre des risques. Et si on prend des risques, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer, aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Donc ça veut dire qu'on a besoin de cet encadrement aussi. Et ça veut dire qu'on doit diminuer le coût du travail. Vous connaissez la mesure, ce qu'on a appelé le zéro cotisation, de cotisation patronale à vie sur le premier, et puis de façon dégressive. On a un peu essayé d'y toucher dans tous les sens. On a essayé de réduire et tout. Nous, on le remet sur la table chaque fois et on dit clairement, si vous voulez que les entreprises soient au rendez-vous, si vous voulez que les indépendants deviennent des employeurs, c'est quand même l'objectif. Dans la croissance, c'est aussi le fait d'engager. Si vous voulez qu'on soit au rendez-vous, vous devez renforcer ce système-là. Je l'ai dit, l'enjeu, le moment n'est pas anecdotique, évidemment, avec la réforme. Vous y avez fait allusion à la limitation dans le temps des allocations de chômage. On a eu des premiers retours, notamment des CPAS, de certains acteurs, etc., en début d'année, qui disent « Ok, on gère, c'est
compliqué à certains endroits, mais ça va être surtout au mois de mars, la deuxième vague, qui va être plus compliquée. Vous-même, vous étiez par moments un peu inquiet sur l'impact que ça aurait, sans remettre en question évidemment la nature de la réforme, mais juste dire comment on va absorber ça. Votre sentiment aujourd'hui, là, il y a un signal positif, mais quel est-il ? Vous avez raison. En fait, on a toujours validé, j'ai parlé de business model, d'allocation de chômage à vie, on a trouvé que c'était une bonne idée d'arrêter cela. On l'a dit très clairement. Absolument. Par contre, il faut que tout ça soit vertueux. Il faut laisser peut-être un peu de temps au temps. C'est vrai qu'on avait dit dans un premier temps, le but, il n'est pas d'exclure les gens. Le but, il est sans doute de tirer la sonnette d'alarme, de conscientiser et d'accompagner. Et accompagner, c'est notamment des formations. Donc on avait dit peut-être qu'on aurait dû accentuer les formations. Ça, c'est important. À certains moments, vous vouliez faire une formation de chauffeur poids lourd, eh bien le Forum n'organisait plus ou pas assez de formations comme ça. Et c'est comme ça qu'on a développé les flexi-jobs avec la possibilité de donner une solution immédiate à un problème, notamment dans le transport. Les gens ont le permis, ils sont prêts à faire quelques heures en plus. C'est pas incompatible, comme certains le disent. C'est pas du tout incompatible. Voilà, bien sûr, nous rêvons, comme tout le monde, d'une société où il n'y a finalement que des CDI, on est bien d'accord, avec des gros salaires, avec des coûts du travail relativement faibles, avec une sécurité sociale parfaite et un équilibre vie privée, vie professionnelle. Tout le monde rêve de ça, bien sûr. Mais si on veut s'approcher de cela, il faut sans doute faire des choix et il faut sans doute regarder dans la même direction, ce qu'on ne fait pas nécessairement. Et donc, si on arrive à mettre tout ça en place, alors là, oui, on pourra sans doute améliorer l'objectif de tous les gouvernements, qui est l'amélioration du taux d'emploi. C'est une question d'éducation, c'est une question de simplification, c'est une question de motivation, c'est une question d'incitant aussi, bien évidemment. Si on met tout ça en place, alors oui, on y arrivera. En même temps, il y a une autre enquête qui a été faite par UCM là, qui évoque le nombre important croissant de freelance dans l'économie. Alors certains même, je pense même que chez vous, on parlait, va-t-on vers une économie de freelance ? C'est une belle question parce que on a fait un dossier dans Trends Tendance à ce sujet-là. Il y avait des gens qui disaient je le fais par choix parce que ça me permet d'être plus flexible, ça me permet d'être mon propre patron. Donc c'est pas spécialement négatif, mais en même temps c'est une nouvelle tendance. Comment vous la percevez ça ? Vous avez raison, c'est une belle question, ouais. Mais je vais essayer d'apporter une belle réponse aussi, parce qu'en fait c'est très clair. Les freelancers aujourd'hui, ouais. Vous avez des gens qui ont essayé, et c'est un peu la tendance, on a fait un peu tout dans sa vie. Parfois on était un peu fonctionnaire, on était un peu salarié, puis on se dit tiens, on se lancerait bien comme indépendant. Il y a un élément qui est fondamental. Le contrat de travail, c'est une rémunération contre une prestation, ou une prestation contre une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination. Ce lien de subordination, pour certains, c'est un peu difficile. Et donc on a des gens qui disent mais moi je veux être mon propre patron. Chez UCM, on encourage ça, bien entendu. C'est fondamental. Et ce sont ça fait partie de l'esprit d'entreprise bien aussi. Sûr, ce sont des choix. Donc, ce ne sont pas des gens qui disent moi je suis freelancer parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Il y en a qui a 50, 60 de ceux qui nous ont répondu, ouais. Ceux-là, ils vont peut-être faire des flexi-jobs. Il faudra voir. Mais ce qui se passe très clairement, c'est que ceux-là, c'est sur une base volontaire. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi une forme d'avenir, très clairement. Je pense qu'on a peut-être plusieurs métiers aussi, terminer le temps où on commençait à 18 ans, à commencer à travailler dans une société jusqu'à l'âge de la pension. Bien sûr, il faut... les jeunes demandent du changement, on reste X temps une meilleure dans souplesse pour concilier vie privée, vie de famille, vie professionnelle. Et le fait d'être indépendant aussi complémentaire, je crois que c'est bien. Donc chez nous, on a toujours dit, quand on parle de l'augmentation du taux d'emploi, n'oublions pas la création d'emplois propres, c'est au sens d'indépendants. C'est important et on doit aussi inciter les gens. C'est pas nécessairement une précarisation, parce que non, du côté syndical, on va sans doute dire il y a une forme de précarisation à la fois dans les flexi-jobs, dans des statuts type intérim, il y a quand même des gens qui sont contraints d'utiliser cette voie-là. Oui, tout à fait. Mais vous savez, moi je pense qu'il faut avoir une vision à plus long terme. L'intérim, on dit toujours, c'est le pied à l'étrier.
Si vous faites toute votre carrière en intérim, et malheureusement, ça arrive, et je dis malheureusement, mais certains se contentent ou sont satisfaits de ce mode de fonctionnement, c'est très bien. Ouais. Mais objectivement, on considère que c'est plutôt un tremplin. C'est comme l'indépendant complémentaire. Dans le principe, au départ, vous êtes complémentaire, vous êtes un indépendant à titre principal, en devenir quand vous commencez comme complémentaire. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui ne veulent être qu'indépendants complémentaires. Donc ça, c'est l'évolution de la société. On doit tenir compte de ça. Et chez UCM, on ne laissera personne au bord du chemin. On va accompagner, bien sûr, à tous ces niveaux. Et c'est important. Aujourd'hui, être indépendant, c'est quand même plus facile, on le disait, qu'il y a un certain nombre d'années. Il y a de l'accompagnement. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est un élément qui est fondamental, des gens qui sont maîtres de leur destin, qui sont maîtres de leur activité, qui gèrent leur vie privée, leur vie professionnelle plus facilement. Alors c'est vrai que c'est compliqué parfois sur le plan financier, mais je ne connais pas d'indépendants qui, quand ils arrivent à l'âge de la pension, souvent ils reportent, il faut être très clair, mais qui nous disent « je regrette d'avoir fait ce choix ». Ça n'arrive pas. En principe, il y a peut-être des cas particuliers, mais c'est un choix parce qu'on représente des passionnés. On représente des gens qui n'ont pas compté leurs heures, etc. On travaillait, je vous rappelle, les indépendants, c'est les plus mauvais malades. Faites pas, vous êtes médecin, vous faites pas fortune avec des indépendants, très clairement. Ça, c'est une boutade, mais c'est un peu la réalité. Et donc ça, c'est important. On a des méthodes d'accompagnement aussi parce que le bien-être mental des indépendants, c'est fondamental quand vous êtes indépendant. Vous êtes tout seul. Quand c'est bien, quand ça va bien, ben oui, ok, mais quand ça va mal, vous êtes effectivement tout seul. Et donc tout ça se met en place pour qu'on puisse vraiment accompagner le mieux possible et augmenter le taux d'emploi. Et est-ce que vous dites qu'en Wallonie, il y a ce déclic vers l'esprit d'entreprise qui grandit? Est-ce que ça... On a parlé tout à l'heure du nombre de faillites, il y a aussi des nombres de créations d'entreprises qui compensent évidemment. Alors il y a des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres. Est-ce que vous avez des signaux quand même d'espoir par rapport à ça? Des signaux d'espoir, oui, on en a. On a des belles histoires aussi à raconter. Si nous reprenons le cas de Fabrice Brion, vous savez, c'est un mémoire qui a été ressorti et qui a été mis en place fondamentalement. Je vous parie que dans nos universités, dans nos hautes écoles, il y a des pépites, il y a des trésors qui dorment. Donc oui, on a de l'imagination, on a de la création. Maintenant, tout ça, il faut mettre en place. Mais c'est un effort collectif. J'invite les universités aussi à promouvoir des travaux de fin d'études, etc., qui vont pouvoir déboucher... Parce que le nombre de spin-off, par exemple, n'est pas nécessairement en croissance. Donc, il y a sans doute Exactement. Et donc, nous rencontrons des jeunes qui nous disent, voilà, on a une idée. Alors, bien sûr, il faut des idées qui soient bankable, comme on dit. Ça, c'est fondamental. Mais très franchement, il y a beaucoup de structures d'accompagnement. On a des idées. Moi, je reste confiant, mais bien sûr, il faut oser cette prise de risque. Ça, c'est fondamental. On a besoin de réseau, on a besoin d'échanger, on a besoin d'avoir l'avis peut-être d'un chef d'entreprise qui a terminé son activité, qui a transmis son activité. On doit pouvoir échouer aussi. Vous avez dit tout à l'heure, le droit à la seconde chance, c'est important ou enfin... Bien, c'est fondamental. On doit pouvoir échouer et avoir la motivation pour recommencer le lendemain. Je parle toujours des débiteurs de bonne foi. L'échec, il fait partie de la vie. Il fait partie de la vie, l'échec, bien évidemment. Et c'est ça, rebondir, c'est ça qui est fondamental. On a besoin d'avoir des gens plus âgés aussi, qui vont dire, écoute, je vais un peu t'épauler, ça, fais ça comme ça je te conseille plutôt comme ceci, etc. C'est fondamental. On doit donner du sens, on doit accompagner. On essaye de le faire, bien sûr, chez UCM. C'est fondamental. Si on croit en notre pays, si on croit en notre région bruxelloise, en notre région wallonne, et que l'on veut vraiment développer, on veut de la croissance, on veut pouvoir être fiers de nos entreprises comme on l'est en Flandre notamment, alors on doit travailler ensemble et regarder dans la même direction et faire de la promotion, de la sensibilisation et de l'accompagnement pour se lancer. Parce qu'on a commencé en parlant d'un nécessaire sursaut européen qui nous concerne tous, avec les sommets qui ont eu lieu cette semaine. Est-ce que vous êtes fondamentalement confiant sur la dynamique wallonne et bruxelloise? Parce que évidemment, on en parle depuis des années et on sait qu'il faut s'arracher. Et le contexte actuel n'aide pas toujours. Est-ce que vous vous réveillez le matin en disant « Yes, on va y arriver »
Alors, je vous avoue, je me réveille pas tous les matins en disant « yes, on va y arriver ». Je l'ai dit à un moment, je vais plutôt me réveiller le matin en me disant « bon, mais maintenant, agissons ». Je crois qu'on a mis en place beaucoup de choses. Les messages, ils sont positifs. Je crois que les choix ont été posés, on a mis toute une série de choses en mesure, mais maintenant, il faut du résultat. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. On a besoin de signaux clairs et précis. Pour le moment, on est encore un peu trop, à mon sens, dans les grands messes et dans les grandes discussions, en disant « tiens, il faut vraiment faire ça, c'est important, et on va changer, on va... » etc. C'est bien, il y a le contexte budgétaire, on ne peut plus faire comme avant, bien évidemment, mais de grâce, agissons, continuons à réformer, agissons et accélérons. Ça, c'est fondamental. Merci beaucoup, Pierre-Frédéric Nist. Voilà un message qu'on sera amené à suivre, du coup, mais accélérons. C'est vrai qu'on a eu ces images de sommet. On entend depuis un certain temps ce discours qui vise à ce qu'on se réveille, tant au niveau européen qu'au niveau wallon ou bruxellois. C'est sans doute à nous d'agir, mais c'est sans doute aussi à suivre de près. Merci à tous, à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.